au lendemain des élections israéliennes, c'est l'incertitude quant à l'orientation politique de la future coalition. Si Binyamin Netanyahou veut gouverner, il ne pourra le faire sans Yair Lapid, la révélation du scrutin. En matière d'économie, le leader de Yesh Atid partage nombre d'idées ultralibérales avec l'actuel Premier ministre. De quoi sans doute rassurer les marchés, mais pas les classes moyennes qui réclament un changement de fond pour plus de justice sociale. Pour l'heure, c'est toutefois l'optimisme qui prédomine. Le 43e Forum économique de Davos s'ouvre ce mercredi soir en Suisse. En vedette, plusieurs chefs de gouvernement européens dont Angela Merkel, David Cameron ou Mario Draghi. Au total, une cinquantaine de dirigeants politiques ou de grandes organisations internationales comme l'OMC ou le FMI sont attendus. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, aussi. Cette année, le fil conducteur s'intitule « La résilience dynamique », un thème d'actualité à l'heure où nombre de grandes puissances tentent de retrouver le chemin de la croissance. Pour représenter Israël, Shimon Peres, le président de l'État, est attendu demain, jeudi. Nouveau rebondissement au Royaume-Uni. Le Premier ministre David Cameron entend renégocier les conditions des relations entre Londres et Bruxelles. En cas d'échec, il envisage une sortie de l'Union. Un pari politique risqué. Le chef du gouvernement britannique défend la vision d'une Europe orientée vers la compétitivité économique et la flexibilité dans le niveau d'adhésion. Le bras de fer ne fait que commencer. Ils font de plus en plus parler d'eux et ils sont en passe de bouleverser la planète économique. On va tenter d'y voir plus clair ce soir sur les pays émergents. Ce sont bien sûr ces puissances économiques en plein essor qui profitent de la crise qui frappe les grandes puissances. Avec nous sur ce plateau, Sandrine Ouri-Aharon, notre experte, et Ben Amoyal. Alors Sandrine, pays émergents, c'est une dénomination un petit peu péjorative? Oui, c'est un peu une ironie d'appellation parce qu'à l'époque, les pays développés considéraient, donc c'était les pays sous-développés qui sont devenus les pays émergents, donc des pays qui étaient une classe un peu en dessous des pays développés. On peut citer les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, il y en a d'autres. Tout à fait, les pays d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est, etc. Et puis, finalement, ces pays émergents sont ceux qui sortent un petit peu du lot aujourd'hui et qui boostent la croissance du monde. Grâce à la crise aussi ? Non, pas grâce à la crise, simplement parce qu'ils ont une économie, parce qu'ils travaillent, ils retroussent les manches, une bonne démographie aussi. Une énorme démographie et beaucoup d'avantages par rapport aux autres pays européens aujourd'hui au niveau de la compétitivité. Avec des taux de croissance qui atteignent 7, 8, 9%. Oui, tout à fait. Parfois, on signale qu'en 50 ans, la part du PIB des États-Unis est passée de 27 à 19%. Donc il y a de la place pour ces pays émergents. Ben Amoyal, je me tourne vers vous. Comment se sont comportés ces pays émergents au cours de ces dernières années? Y a-t-il encore du potentiel sur ces marchés ou le plus gros a été déjà fait? Alors ce qui est important de savoir, c'est vrai qu'on parle de marchés émergents, mais à l'intérieur des marchés émergents, il y a plusieurs marchés émergents. C'est ça que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que par exemple, on peut prendre l'exemple de la Turquie, qui sur 5 ans n'a pas arrêté de croître. Une croissance de 8-9% en moyenne. À peu près. Et par contre, si on regarde l'Inde, qui est aussi un pays émergent, on voit qu'elle est revenue en 2012 à ses niveaux de 2007. Donc il y a eu une forte chute, puis un retour à bonne fortune. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous prouver, s'il y avait eu besoin de le prouver, qu'il n'y a vraiment pas un marché émergent, mais plusieurs, avec chaque pays sa propre spécificité. Il y a autre chose, pour répondre bien sûr à votre question, oui, il y a encore du potentiel. Il va falloir faire attention aussi à ces pays qui sont très dépendants de la croissance et de la consommation européenne américaine. Ces pays-là, je pense, auront plus la propension à progresser courant l'année 2013. Donc la mondialisation qui est la cause de cette croissance dans de nombreux de pays. Est-ce que vous pensez que cette croissance peut rester forte dans les prochaines années? Oui, bien sûr, parce qu'elle va être soutenue. C'est-à-dire que... les fondamentaux sont bons, en tout cas. Voilà, les fondamentaux sont bons. Il faut savoir aussi, et ça Sandrine pourra vous en parler mieux que quiconque, c'est qu'il y a un peu de triche aussi. C'est-à-dire que si la balance commerciale chinoise est aujourd'hui largement excédentaire, bon, c'est en partie grâce au coût du travail, mais aussi grâce au yuan qui est fortement maîtrisé. Enfin, il y a un cru... Absolument. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, la Banque centrale chinoise ne laisse pas le yuan se renforcer comme il devrait se renforcer pour... Il est sous-estimé. Il est sous-estimé, il est sous-évalué, pas sous-estimé. Volontairement sous-estimé. Voilà, volontairement pour pouvoir... favoriser les exportations. Tout à fait, les exportations. Alors, si on souhaite investir aujourd'hui dans un pays émergent, comment on s'y prend? Quelles caractéristiques faut-il distinguer? Alors, il y a donc, comme Benjamin le disait, il y a plusieurs sortes de pays émergents. Ceux qui me paraissent le plus intéressants, ça va être le Brésil.
parle beaucoup du Brésil, mais Le effectivement, modèle c'est avec le Brésil. Oui, parce qu'il y a beaucoup de matières premières au Brésil. Et puis, il va y avoir le mondial, les Jeux Olympiques. 2014, la Coupe du Monde de football. Voilà, la Coupe du Monde. 2016, les Vous pouvez JO. certainement parler mieux que moi de la Coupe du Monde. Moi, je comprends rien au foot, personnellement. Moi non plus. Moi non plus. Voilà, donc. Mais tout ça, ça va engranger de la croissance, ça va engranger beaucoup d'activités au Brésil. Donc oui, j'aime bien le pays comme le Brésil. La Chine qui va toujours rester le moteur de la croissance au niveau mondial, du moins pour les prochaines années. Et vous pensez qu'il y a encore des destinations à risque au sein de ces pays émergents? On l'a dit, il n'y a pas vraiment de spécificité, de modèle particulier, chacun est différent. Est-ce qu'il y a des pays à risque encore? Il y a des pays à risque, oui, bien sûr. Par exemple, moi, le risque principal que je vois, c'est un risque politique, parce que les risques économiques sont plus ou moins gérés, on va dire, même si, bien sûr, il y a un risque économique, mais ce sera un risque politique. Mais pour rebondir sur ce que disait Sandrine, on parlait de la Chine, il y a un fait qui est très intéressant. Je regardais à la télévision un reportage sur la première maison haute couture chinoise. Alors, on avait l'habitude de parler des Chinois comme des recopieurs, mais maintenant, c'est un pays qui est clairement novateur. Hein. Qui est créatif. Voilà, qui est créatif. Donc ça, c'est aussi une conséquence peut-être de la croissance, finalement. Et ça va être aussi un relais de croissance, c'est-à-dire qu'avant, la Chine tirait, on va dire, tout son PIB, sa croissance, parce qu'elle produisait, c'était un peu l'atelier de l'Europe. Maintenant, elle va devenir peut-être aussi le réservoir à idées de l'Europe. Et venir concurrencer des grandes puissances. Et puis, il ne faut pas oublier la population énorme qui est en Chine. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ironiquement, on disait les Chinois se contentent d'un bol de riz par jour. Mais aujourd'hui, il va y avoir une partie de la population qui va vouloir consommer, acheter. On les voit à Paris acheter leur sac Vuitton. Donc, il va y avoir vraiment une envie de consommation. Et ça va entraîner une croissance en Chine également. Ça va prendre un petit peu le relais aussi de la consommation européenne et américaine. Et une dernière question, est-ce que l'Europe, les États-Unis sont armés face à la montée en puissance de ces pays émergents? On espère. Oui, on espère. Autrement, non. Je pense qu'ils sont armés. Ils connaissent. Déjà, ils ont fait des investissements directs en Chine qui sont assez importants. Ils continuent à ouvrir des succursales. Ils connaissent les marchés. Ils sont présents. Ils ont appris à dompter l'ennemi. Oui. Très bien. Et pour finir, le conseil du jour, le conseil de Sandrine. Donc aujourd'hui, puisqu'on parle des marchés émergents, je pense qu'il est important d'avoir dans un portefeuille investi une allocation sur les marchés émergents. Donc ça peut se faire à l'aide d'ETF ou de fonds communs d'investissement. Donc des ETF, on rappelle, ça nous permet de suivre un indice de marché. On peut suivre l'indice du Brésil, on peut suivre l'indice de la Chine. Donc des pays où on ne peut pas investir en direct, on peut acheter un ETF qui suit l'indice. Donc oui, je pense que pour des portefeuilles où on a un petit niveau de risque, avoir une partie allocation marché émergent. On l'aura compris, il faudra compter avec eux, les pays dits émergents. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de l'info, c'est tout de suite, c'est sur Guisen TV.